vais vous raconter une histoire qui défie tout entendement. L'histoire de Victor Lustig, l'homme aussi connu pour avoir vendu à 2 reprises la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, les gars, rendez-vous compte, même si en vrai il l'a pas vendu 2 fois, il l'a vendu qu'une fois, mais bref, on va voir ça tout de suite. Pour commencer déjà, revenons aux sources. Victor est né en 1890 dans l'actuelle République tchèque. Il est issu d'une famille plutôt bourgeoise, donc il a très bien vécu et il a appris à parler 5 langues différentes. Ses parents veulent pour lui une carrière d'avocat, mais sa personnalité le destine plutôt du côté des bancs des accusés. Une fois ses études terminées, il se retrouve quasi directement derrière les barreaux pour des délits mineurs. À sa sortie, il décide d'aller aux États-Unis pour faire fortune, dans l'escroquerie toujours, en essayant de plumer le maximum de banques. Il arrive tout de même à ratisser plusieurs dizaines de milliers de dollars, chose qui pour l'époque est insensée et énorme. Enfin, même encore aujourd'hui, va plumer 10 000 € à la banque, toi. Il prétendait aussi vendre des machines à imprimer des billets de banque et faisait semblant d'avoir pas mal de tuyaux pour les mises de chevaux, les paris sportifs. Mais au moment des paris, il s'éclipsait le plus loin possible avec l'argent. Donc en fait, finalement, si on devait résumer un petit peu le personnage, c'était un petit bâtard, quoi. Pas trop le genre de mec à qui t'aimerais faire confiance. Et l'une de ses victimes plutôt connues était Al Capone. Mais on va parler de lui un petit peu plus tard. C'est ainsi qu'en 1920, Victor se retrouva à Paris pour démarrer une nouvelle vie avec ses dizaines de milliers d'euros pour être tranquille peinard. Mais face à la hausse des prix et à son côté un petit peu dépensier, il mit pas très longtemps à dépenser toute sa fortune. Et donc il dépense de plus en plus sa fortune, il achète pas d'appartement, il ne loue pas non plus d'appartement, il vit dans un hôtel, l'hôtel Crillon, sur la place de la Concorde. C'est donc dans sa luxueuse chambre d'hôtel que Victor lit le journal, comme à son habitude, et il tombe sur un article qui parle de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, à cette époque-là, elle devait être temporaire, elle devait pas rester. À l'époque, il voyait ça comme 7 tonnes et demie de ferraille qui gâchait les rues parisiennes, qui gâchait vraiment l'environnement. Et le journaliste qui a écrit cet article l'a fini d'un ton plutôt humoristique en disant « Devrait-on vendre la Tour Eiffel ?» Sans le savoir, ce journaliste venait de publier une escroquerie aussi grosse que le pays. Allô ? Ma banquière, forcément. Victor se camoufla en tant que fonctionnaire du gouvernement et fit fabriquer de fausses mises au concours pour la vente de la Tour Eiffel. Il envoya 5 invitations aux PDG des plus grandes entreprises de ferraille de France. Le rendez-vous avait pour but de négocier le prix, négocier le délai, négocier plein de choses en fait. C'est dans l'hôtel Crillon sur la place de la Concorde que cette réunion devait avoir lieu. Un hôtel aussi luxueux que celui-ci était parfait parce que c'était un lieu qui était prisé par les diplomates et les politiques. Il n'y avait pas plus parfait comme camouflage. À la date prévue, les 5 ferrailleurs étaient présents. Victor se présenta comme étant directeur général, blablabla, mes couilles au bord de l'eau. Ensuite, il expliqua dans une ambiance très secrète que la Tour Eiffel devait être vendue en tant que ferraille. Son aisance et son charisme l'aida beaucoup à rendre cette situation crédible. Parce que je vous assure que moi demain il y a n'importe quel pecno qui arrive et qui veut me faire vendre la Tour Eiffel, il a intérêt à se lever de bonne heure le gars. Donc il emmena les 5 ferrailleurs sur le lieu, à la Tour Eiffel, pour juger un petit peu leur intérêt, leur comportement face à la situation. Et en fait cette étape elle était très importante, parce que c'est là que tout allait se jouer. Il alla directement au guichet de la Tour Eiffel, pour monter dans la Tour Eiffel, il présenta une carte de ministre, et contre toute attente, ça passait sans problème. Moi demain je me fais une carte François Hollande, les gens ils croient que je suis François Hollande. Bah non, parce que ça fonctionne pas comme ça en fait. Mais pour lui ça fonctionnait, personne sait pourquoi. Il fit la visite comme il put et termina en leur disant à tous les 5 qu'il attendait leur proposition jusqu'au lendemain matin. Et sur les 5 entrepreneurs, il y en avait un plus faible que les autres, parce que c'est quelqu'un qui connaissait pas vraiment ce monde-là, qui débutait dans le monde de l'entreprise. Et donc pour Lustig c'était une cible facile. Et cette victime c'est André Poisson. Un jeune entrepreneur qui espérait faire fortune et se faire connaître dans ce milieu-là grâce à cet achat. Un entrepreneur un petit peu naïf. Et la femme de Poisson, elle était un petit peu méfiante face à la situation. Elle se disait c'est un petit peu bizarre tout ça. Et en fait, elle a réussi à mettre Poisson, pas dans sa poche, mais elle a réussi à mettre le doute en lui. Et Victor, lui, forcément, ça l'arrangeait pas. Donc il mit au point un stratagème et il demanda de le rencontrer. Donc ils se rencontrent et là, Victor, il change complètement de ton. Il joue un petit peu le mec dépressif. Et il se plaint qu'il est assez mal payé et que cet achat lui aurait aidé à arrondir un petit peu ses fins de mois. Même si vous vous doutez bien que voilà, il n'était pas à 10, 15 ou 20 000 francs.
la Tour Eiffel à cette époque-là. Bon, enfin bref. Et en fait, André Poisson, il était au courant de la corruption des fonctionnaires d'État à cette époque-là. Et donc il comprit immédiatement que Victor voulait une sorte de pot de vin. Il n'en fallut pas plus pour le convaincre de l'authenticité de la vente. Genre le mec très naïf, il n'y a pas plus naïf que ça, c'est pas possible. Il est un peu con, Poisson. Je dis peut-être une connerie, mais de mémoire, je crois qu'à l'époque, il avait vendu la Tour Eiffel 100 000 francs, mais c'était une somme astronomique pour l'époque, 100 000 francs. Dès que l'affaire fut conclue, que Lustig avait eu l'argent, parce qu'à l'époque c'était en liquide dans une mallette, et le temps en fait que André Poisson se rende compte de la supercherie, Lustig il était déjà loin, il était déjà parti. Et contre toute attente, Victor n'a vu aucun article de journal parler de ça, rien du tout, comme si personne n'en avait jamais entendu parler finalement. Et c'était le cas. Pour éviter que Poisson se fasse insulter, se fasse humilier davantage, il décida de ne rien dire à la police. Donc en fait le mec, on s'est foutu de sa gueule, il a perdu aux alentours des 100 000 francs. Voilà quoi, vous pouvez comprendre que sa vie elle est pas ouf. Un mois plus tard, Victor Lustig décida de revenir à Paris pour exactement la même chose, d'accord? Il voulait faire exactement le même stratagème. Mais le second acheteur, moins con que le précédent, excuse-moi Poisson, devina un petit peu la supercherie et décida de le dénoncer à la police. Et donc Lustig, il a eu peur et il s'est barré du pays. Et oui, une fois pas deux mon ami. Il partit donc aux États-Unis et décida de s'attaquer à un gros poisson, excusez-moi le jeu de mots, Al Capone. L'une de ses nombreuses arnaques était de vendre des machines à imprimer des faux billets de banque. Il démontrait la capacité de cette machine à créer des billets de banque finalement, tout en justifiant qu'il fallait 6 heures à l'appareil pour sortir un billet de 100 $. Le client, entre guillemets Al Capone, bien sûr, et plein d'autres, il voyait une grosse machine à profit, pas besoin de faire beaucoup d'efforts, avoir beaucoup d'argent, enfin bref, le rêve de chaque être humain je pense. Et du coup, il en profitait pour vendre cette machine à un prix complètement démesuré. Il vendait cette machine aux alentours des 30 000 $. Et donc au cours des 12 heures suivantes, la machine en toute logique produisait 2 billets de 100 $. Et après les 2 billets de 100 $, la machine sortait du papier vierge, car la provision de billets de 100 était complètement épuisée. En fait, c'est une grosse arnaque genre. Mais au moment où Capone et les autres ont réalisé qu'ils avaient été escroqués, et Victor il était déjà loin. Ouais, en toute logique il lui faut plus de 12 heures pour se rendre compte qu'il s'est fait escroquer, donc en 12 heures il est déjà à l'autre bout de la terre l'autre. Et quelque temps après, Lustig décida de revenir aux États-Unis, de revenir parler à Al Capone, c'est un malade le mec, et persuada Al Capone d'investir 50 000 $ dans une transaction boursière. Il est complètement fou ce mec. Mais il savait très bien que s'il le trahissait, c'était la mort certaine qui l'attendait. Mais Lustig, il est malin, c'est pas du tout ce qu'il avait en tête. Il avait pas envie de mourir, lui, c'était pas du tout son délire. Du coup, ce petit malin, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Al Capone lui a donné les 50 000 $, il les a gardés dans un coffre-fort. Et 2 mois après, il revient vers Capone en lui disant que la mission a échoué en fait. Et au même moment où Al Capone décida de comment tuer Victor, ce petit malin sorta la machine de son sac, la machine à faire de faux billets, et produisit les 50 000 $. Bien évidemment, vous l'aurez compris, c'était les 50 000 $ qu'il avait gardés, il les avait absolument pas investis. Il était en train royalement de se foutre de la gueule d'Al Capone. Et lui, il voyait rien. Et Al Capone, il était surpris, il était impressionné. C'est la première fois que quelqu'un avait été honnête avec lui. Bien qu'il se soit fait enculer avant, mais bref. Mais Lustig, toujours moyen, toujours le sang-froid, il disait « Ouais, c'est inadmissible, ça aurait pas dû échouer, je comprends pas, c'est pas grave, je vous redonne vos 50 000 avec ma machine. » Donc Victor lui donna les 50 000 $, et Al Capone, totalement impressionné par ce genre d'homme, lui donna 5 000 $. Donc le mec, il encule tout le monde et en plus il se fait 5 000 $ sur le dos des gens. Après des années de mensonges, après des années d'escroquerie et tout ce qu'on veut, il se retrouva à la prison d'Alcatraz en 1947 et il mourut d'une pneumonie. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, sur son certificat de décès, sa profession était vendeur, alors qu'il a jamais été vendeur en fait. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, elle m'a demandé pas mal de recherches. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je préfère vous prévenir, je suis en préparation d'une vidéo un petit peu spéciale, un genre de format que vous n'avez pas encore vu sur cette chaîne YouTube. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. À bientôt!